de vous accueillir ici pendant toute la journée et demain à Évry pour clore en fait 4 ans de travail de recherche avec le laboratoire de Cergy autour de la question centrale dans nos préoccupations qui est comment évaluer autrement que par des fréquentations et des chiffres le travail que nous faisons. Bonjour, Christophe Blanès-Tournay, je suis directeur de la scène nationale de l'Essonne. Nous vous accueillerons demain pour la deuxième journée de restitution de ces travaux. Et l'histoire a commencé il y a quelques années quand des discussions sur le projet de la scène nationale de l'Essonne, puis ensuite nous a rejoint rapidement l'AMC 93. On a interrogé un peu l'évaluation et de fil en aiguille, on a essayé de tricoter des choses différentes jusqu'au jour où il nous est apparu comme une fulgurance que peut-être travailler avec des géographes serait intéressant. D'où ce travail avec l'université de Cergy et Séverin qui nous rejoint, qui à l'époque était post-doctorant. Donc voilà, mais on ne va pas divulgacher ces 2 jours à venir. Donc merci beaucoup à vous pour ce travail, mais on va avoir l'occasion de le faire pendant ces 2 jours et je vous passe la parole. Et alors juste une petite chose technique, vu les contraintes sanitaires, le fait que le colloque est enregistré, je vous propose qu'on ne passe pas le micro dans la salle, mais que je répète les questions pour qu'elles puissent être enregistrées là dans un coin. Voilà, ça vous va ? Bonjour à tous et à toutes et merci aux participants d'être là. Merci aussi aux intervenants qui ont accepté de venir échanger avec nous sur ce programme. Donc là, comme il se doit, on va quand même juste prendre 1 minute pour remercier tout le monde, au-delà des participants, des intervenants. Donc, je voudrais remercier évidemment toute l'équipe des collègues chercheurs de l'Université de Cergy, Anne, qui a beaucoup travaillé à l'organisation concrète, matérielle du colloque, avec Laure Cazot qui est là, mais aussi les autres collègues qui vont animer des sessions, Élise Garcia, Basile, et puis évidemment Séverin qui a été, comme l'a dit Christophe, au départ de cette aventure. Je voudrais aussi remercier les membres du conseil scientifique qui ont permis donc de réfléchir au contenu scientifique avec nous, qui malheureusement ne sont pas là, mais notamment Diana Burgos et puis Mariette, non pas du tout, je ne sais plus, et Marie-Laure Poulot, voilà, qui nous ont accompagnés. Voilà, et puis voilà, donc l'idée c'est vraiment de présenter, l'objectif de ce colloque c'est de présenter une partie des résultats. On a travaillé, comme Hortense l'a dit, pendant 4 ans, donc c'est difficile de restituer en quelques temps l'ensemble des travaux, mais on va essayer de faire une présentation assez synthétique. Et puis surtout l'intérêt c'était aussi de mettre en débat nos résultats avec les réflexions d'autres chercheurs qui ont travaillé directement ou indirectement sur ces questions, mais aussi avec un certain nombre de professionnels qui seront là aujourd'hui et demain pour échanger avec nous. Voilà, donc je passe la parole à Anne qui va juste rappeler 3 petits éléments par rapport au programme. Bonjour, alors très rapidement, on est en plénière ce matin dans cette salle. On fera une petite pause entre nos interventions avec Elisabeth et puis les interventions suivantes. Cet après-midi, comme vous l'avez dans le programme, il y a 2 sessions parallèles avant un temps de pause et la journée se terminera par les spectacles. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à nous rejoindre demain à Évry, où, mais on en reparlera dans la journée, l'ensemble du colloque se déroulera au théâtre et non pas en partie à l'université, comme c'est sans doute encore inscrit dans ce programme. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir au courant de la journée. Merci beaucoup. Alors c'est à vous. Ça marche là ? Oui. Il faut des lunettes. Donc,
On va vous présenter avec Anne les principaux résultats donc, issus de cette recherche-action. Donc je vous donne le titre un petit peu long et compliqué de cette recherche-action qui portait sur l'établissement d'indicateurs qualitatifs permettant de mesurer l'empreinte civique des théâtres sur leur territoire. Donc on reviendra évidemment sur toutes ces notions lors des 2 jours. Donc c'est une recherche-action qui a été menée pendant 4 ans en partenariat donc, avec la MC 93 et la Scène nationale de l'Essonne. Et donc ce colloque vient aussi compléter un certain nombre de discussions et d'approfondir évidemment un certain nombre de discussions qui avaient eu lieu lors d'une première journée d'études portant sur l'évaluation qu'on avait organisée à Cergy en novembre 2019 à l'Université de Cergy avec une partie des personnes ici. Donc aujourd'hui et demain, lors des plénières, nous allons essayer de présenter une synthèse avec un certain nombre de résultats de la recherche et puis certains points plus précis seront abordés lors de sessions cet après-midi. Donc, juste pour vous préciser qu'on ne va pas forcément faire à proprement parler des actes de colloque en tant que tel. Il y a une captation qui va être faite, donc, qui permettra de garder trace des échanges de ces 2 journées. Mais on envisage la publication d'un ouvrage qu'on va essayer de lancer au printemps, qui sera fait à l'issue d'un appel à contribution avec des personnes qui auront pu s'exprimer pendant ces 2 jours et puis d'autres participants pour cet ouvrage. Donc rapidement, je vais présenter donc, le contexte, l'origine de la recherche. Donc l'évaluation, c'est évidemment un enjeu important pour le secteur culturel, vous êtes là pour en témoigner, mais ça concerne évidemment toutes les politiques publiques et les questionnements actuels sur l'évaluation s'ancrent dans des réflexions plus larges liées à une certaine remise en cause des modalités d'évaluation des politiques publiques aujourd'hui et sur l'émergence de nouveaux indicateurs de richesse, par exemple, qui en témoignent. Donc, c'est des points que l'on avait abordés plus en détail il y a 2 ans. Donc, une des questions qui est partagée, on va dire, par de nombreux acteurs, c'est comment faire face à la prégnance du modèle néolibéral qui conduit à une certaine remise en cause des dépenses publiques, voire même des services publics, qui amène à une multiplication des évaluations, notamment quantitatives, et généralement basées sur la recherche de performance, d'efficacité, d'efficience, qui ne correspondent pas évidemment aux problématiques culturelles. Donc de nombreux acteurs cherchent aujourd'hui à promouvoir d'autres modes d'évaluation, s'appuyant sur des indicateurs qualitatifs et aussi sur des démarches participatives, voire même sur la construction de ces indicateurs. Donc ces réflexions émergent souvent à l'occasion du renouvellement des contrats d'objectifs et de moyens de ces institutions culturelles et notamment des scènes nationales et peuvent être l'occasion de repenser les modes d'évaluation et d'expérimenter des démarches innovantes. Ces réflexions sont liées à la volonté de montrer la réalité du travail mené par les institutions culturelles, comme l'a dit Hortense, notamment leur relation au territoire, qui semble souvent insuffisamment prise en compte dans les critères habituels de l'évaluation. Donc pour les 2 théâtres avec lesquels on a travaillé, le choix a été fait de s'appuyer sur la notion d'empreinte civique, utilisée par Simon Brault, qui est chef de la direction du Conseil des arts du Canada, comme outil pour évaluer les projets de leur théâtre. Donc on peut d'emblée souligner la dimension géographique de cette approche d'empreinte civique, d'où la volonté de s'associer à des géographes pour accompagner les théâtres dans cette réflexion. Donc évidemment, cela induit un regard particulier qui met au centre la question de la relation au territoire, et Anne va nous en parler beaucoup plus en détail tout à l'heure. Donc il y a un autre enjeu plus large de la recherche qui a été évoqué dès le départ, c'était comment définir un nouveau cadre d'évaluation qui pourrait être ensuite utilisé par l'ensemble des scènes nationales et d'ailleurs proposé au ministère de la Culture en complément des outils utilisés par le ministère et qui sont critiqués par un certain nombre d'acteurs culturels. Alors du coup, le travail a été engagé en 2017 avec donc des chercheurs du laboratoire de géographie et d'aménagement de Cergy Paris Université, c'est notre nouveau nom, avant ça s'appelait Université de Cergy-Pontoise, maintenant c'est Cergy Paris Université, et avec Séverin Guillard, qui a été associé à l'équipe Le Temps de la Recherche et qui est maintenant enseignant-chercheur à l'Université de Picardie.
Donc on a pour cette recherche eu un soutien important de la DRAC Île-de-France, en particulier de la part de Bruno Micol, qui est avec nous et que je remercie, et qui a donc initié le projet et soutenu financièrement la recherche. Donc on le remercie et il prendra la parole tout à l'heure lors de la plénière suivante. Et donc je voulais juste rappeler aussi le contexte particulier de cette recherche qui a été liée à la crise sanitaire. Évidemment, cette recherche-action a été fortement perturbée en raison des difficultés liées à la pandémie, les théâtres fermés pendant de longs mois, des couvre-feux, des confinements successifs qui étaient quand même compliqués pour évaluer l'empreinte civique d'un théâtre quand il est fermé. Donc certains volets de la recherche ont dû être modifiés. On a reporté 2 fois les ateliers et le colloque, et le contrat a finalement été prolongé d'1 an pour qu'on puisse se retrouver tous ensemble, et on est très heureux d'être là avec vous. Donc, je rappelais très rapidement la présentation des objectifs, de la méthodologie qui a été envisagée. On rentrera plus dans le détail des résultats, mais juste pour que vous compreniez quelles étaient la démarche que l'on a mis en œuvre. Donc, une recherche qui devait articuler 4 principaux volets, donc dans le cahier des charges qu'on avait établi. Donc, premièrement, une étude de la démarche générale de la scène nationale de l'Essonne et de la MC 93, avec l'idée d'analyser les valeurs, les projets, les objectifs portés par les équipes, basés sur un certain nombre d'entretiens avec les équipes des théâtres, mais aussi d'autres partenaires. Le deuxième volet, c'est des entretiens qualitatifs avec un échantillon de personnes faisant partie du public des théâtres ou des bénéficiaires des actions, qui ont été ensuite complétés pas ensuite, mais en parallèle, par la réalisation de cartes mentales par ces personnes, afin d'analyser la visibilité et le rôle de chaque théâtre sur son territoire, ainsi que dans les pratiques des habitants. Alors, au départ, on avait imaginé utiliser un échantillon de personnes sous forme de cohorte que l'on aurait pu étudier au départ et 3 ans plus tard. Bon, la situation de la crise sanitaire a rendu les choses plus compliquées, mais on a quand même pu dresser des photos, on va dire, des photos intentées de l'empreinte civique grâce à ces cartes mentales, mais aussi grâce aux ateliers participatifs menés lors de la dernière année. Troisième volet, c'est une analyse approfondie d'un certain nombre de projets, plus ou moins emblématiques, mis en œuvre par les théâtres, là aussi avec des entretiens, avec différents partenaires, avec des sessions d'observation participantes lors de manifestations ou de projets particuliers. Alors nous avons plus particulièrement, et Séverin a travaillé beaucoup là-dessus, étudié 2 projets mis en place avec des jeunes, la prise en compte de la jeunesse étant pour les 2 théâtres évidemment et pour ces territoires très important. Donc le projet Tous Programmateurs à Évry et le Conseil des jeunes à la MC 93. On a aussi, en complément, travaillé sur 2 autres projets de manière plus approfondie. Le projet Rumeur graphique qui était mené avec des enfants du quartier des Pyramides à Évry et la résidence artistique de Daniel Conroux à Bobigny. 4e volet, donc des ateliers participatifs, on vous en reparlera plus en détail demain, afin de co-construire des indicateurs qualitatifs. Donc on a pu rassembler des salariés des théâtres, des partenaires locaux, des habitants. Alors là aussi, ces ateliers ont été reportés plusieurs fois. On s'est demandé si on arriverait un jour à les faire. On a pu notamment en faire en avril 2021. Et l'intérêt manifesté par les participants nous ont amenés à organiser un second atelier à Évry en octobre 2021. Donc sachant que la première série s'est faite sur Zoom. Voilà, donc on a réussi quand même, malgré tout, à organiser ces ateliers sur Zoom en avril et puis à Évry à l'automne, pour de vrai, avec des vrais gens. Alors en outre, donc, dans le cadre de cette recherche, les théâtres ont accueilli des stagiaires du master développement culturel et valorisation du patrimoine de notre université à Cergy. Et donc ceux-ci ont pu travailler notamment sur l'élaboration des bases de données, enfin en tout cas le démarrage sur les bases de données, leur représentation graphique, et un travail a été plus particulièrement mené sur les modalités d'accueil des publics au sein du hall de la MC 93, et ça fera l'objet d'une session tout à l'heure cet après-midi. Donc pour finir, rappeler donc peut-être les spécificités d'une recherche-action. Donc ce travail nous a conduit à faire une recherche avec les théâtres et non pas sur les scènes nationales.
Donc on a vraiment le sentiment d'avoir accompagné les équipes pendant ces 2 ans, pendant les 4 ans, accompagner ces 2 équipes dans leur réflexion. Alors, par rapport à ce que signifie une recherche-action, il y a plusieurs termes qui sont assez proches. On parle de recherche participative, de recherche collaborative, de recherche-formation. C'est vrai que ça se développe de plus en plus. On peut renvoyer à un ouvrage de Martha Anadon qui s'appelle « La recherche participative, multiples regards », un ouvrage qui a été publié en 2007 aux presses universitaires du Québec et qui explique un peu ce que c'est que cette recherche-action par rapport à une recherche, on va dire, plus classique. Donc juste quelques éléments, ça permet de comprendre comment on a cheminé pendant ces 4 ans. Donc une recherche-action se caractérise par un processus de production des connaissances effectué de concert avec les acteurs de terrain. Donc nous, les acteurs de terrain, c'était les équipes des théâtres. Ce type de recherche établit de nouveaux rapports entre la recherche et l'action, entre la théorie et la pratique, entre la logique des chercheurs et celle des praticiens. Cela change évidemment l'approche des chercheurs, cela implique évidemment de nombreuses discussions, des décentrements, des déplacements. Cela conduit à un enrichissement mutuel certain, un enrichissement très fort, mais ça suppose aussi des rapports de force et certains renoncements ou certaines bifurcations. Donc c'est une recherche qui est vraiment en prise avec la réalité sociale, la réalité de l'expérimentation, avec la pluralité des acteurs impliqués à un moment ou un autre de ce travail. Donc il a fallu aussi pour nous prendre en compte l'évolution du contexte, qui était différent dans les 2 théâtres. Dans le cas de l'AMC, c'était le cas de la réouverture de l'AMC après 2 ans de travaux. Et à l'inverse, à Évry, c'était la fermeture du théâtre pour travaux pendant plusieurs mois et la fusion du théâtre de l'Agora avec le théâtre de Ris-Orangis. Donc, pour vous faire comprendre, donc ça a été vraiment une recherche-action, une démarche continuelle, une instance de négociation, de discussion. Et quand il y a eu des écarts de point de vue, de représentation, on a toujours discuté un peu en permanence pendant ces 4 années, souvent au départ en vis-à-vis, puis après par Zoom, on a passé beaucoup de temps à se parler dans des réunions à distance, mais on a continué à travailler et concrètement, ça a conduit à co-construire les démarches méthodologiques, mais aussi les adapter, en inventer de nouvelles au fur et à mesure, le choix des projets, l'échantillon des personnes. Anne vous parlera plus particulièrement de la question de la base de données. Au départ, c'était quelque chose qui était complémentaire au volet dont je vous ai parlé, puis finalement, ça a pris une place très, très importante dans le cadre de notre méthodologie, ce qui n'était pas forcément prévu au départ, mais on a mobilisé beaucoup les chercheurs et les équipes là-dessus. Mais au-delà des questions méthodologiques, cette recherche-action nous a amené à discuter et co-construire le cadre théorique et conceptuel de la recherche. Donc on a eu beaucoup d'échanges sur les termes mêmes, les notions, les concepts, donc empreinte civique, relation au territoire, partenaires, projets situés, diversité culturelle, etc. Donc là, on a le sentiment avec Anne que, je pense qu'elle le partage avec moi en tout cas, c'est qu'on va présenter un certain nombre de résultats qui ont été vraiment co-produits avec les théâtres, mais peut-être plus que la présentation des résultats finaux, le résultat final d'une recherche, c'est plutôt de les présenter à un temps T l'état des réflexions qui continuent de se poursuivre, l'évaluation étant un processus permanent. Donc là, je laisse la parole à Anne pour qu'elle puisse développer un certain nombre de résultats à la fois sur la notion d'empreinte civique, mais aussi sur les bases de données. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Alors, je commence par préciser que cette... voilà, alors attendez. C'est pas mon ordinateur, donc il faut que je trouve où on modifie, où on avance. Ah, voilà. Alors cette notion d'empreinte civique, c'est une notion proposée par les directeurs, directrices des théâtres, soucieux de repenser les critères d'évaluation de leurs institutions, leurs projets. Comme Elisabeth l'a rappelé, c'est une notion, une expression qui est empruntée à Simon Brault, acteur culturel canadien. Et cette expression est encore peu fixée dans le champ académique et très peu institutionnalisée dans le domaine des politiques culturelles jusqu'à présent. Cette notion d'empreinte civique, elle renvoie à d'autres usages de la notion d'empreinte,
depuis les années 1990 dans différents champs, notamment celui de l'écologie, de l'économie, du management, marketing d'entreprise aussi. On parle ainsi d'empreinte écologique, inventée et développée dans le courant des années 1990 par 2 chercheurs canadiens, dans le but de mesurer le poids réel sur la Terre de l'entreprise humaine. D'empreinte territoriale également, qui renvoie aux impacts environnementaux, sociaux, économiques sur un territoire, à la contribution aussi à l'écosystème local et au développement économique du territoire d'une entreprise. Donc là, vraiment, je cite un certain nombre de choses qui peuvent aussi s'afficher. Et puis, la mesure finalement de différentes modalités d'engagement de ces mêmes entreprises en faveur du territoire, mesures effectuées selon différentes méthodes, modèles et indicateurs par des experts en management le plus souvent. Ces démarches s'inscrivant dans le cadre de ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, qui elle-même est quelque chose qui émerge à partir des années 50 en Amérique du Nord et surtout ensuite se diffuser à partir des années 80. On note une appropriation récente de ces démarches par certains acteurs institutionnels, ou en tout cas de l'expression. Comme le montre l'exemple du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, cherchant à montrer son empreinte territoriale en produisant un atlas des actions départementales sur le territoire récemment, ou encore cette notion est mobilisée dans le champ culturel, comme le montre un certain nombre de recherches. En haut à droite, une recherche menée sur l'empreinte de l'itinéraire Saint-Jacques-de-Compostelle sur les territoires traversés, par exemple, ou encore l'empreinte des festivals dans le cadre d'une recherche récente co-dirigée notamment par Emmanuel Négrier et Aurélien Jacquouane, qui sera présentée demain. Donc restituer ou resituer cette notion d'empreinte civique dans cette toute petite genèse des usages variés de la notion permet de réfléchir aux enjeux et au sens de ces transpositions contemporaines et évidemment à la pertinence de sa traduction dans le champ des politiques publiques de la culture. Cela permet aussi d'éclairer l'usage qui en a été fait dans notre recherche-action. La notion d'empreinte civique a constitué le socle conceptuel de la recherche, surtout comme un concept outil. Avant tout, elle a été mobilisée comme un mode d'interrogation qui a structuré des discussions et des échanges entre chercheuses et équipes des 2 scènes nationales, tout en suscitant des interprétations différentes et évolutives tout au long de la recherche-action. Sa mise en discussion a conduit à questionner les relations des théâtres à leur environnement socio-spatial, Elisabeth l'a mentionné, tout en considérant des effets multidimensionnels des actions menées par les équipes à plus ou moins long terme sur les territoires. En ce sens, on peut la rapprocher de la notion d'empreinte territoriale et l'analyse d'impact multidimensionnel sur un territoire, mais tout en plaçant l'enjeu civique et politique au centre. Et c'est sans doute effectivement ce qui nous distingue d'autres usages de l'empreinte territoriale, notamment dans le monde de l'entreprise. Avec la notion d'empreinte civique, c'est le rôle public du théâtre sur un territoire qui est avant tout questionné, le rôle politique. Si elles ne les ont pas éludées, les discussions ont ainsi moins porté sur les emplois induits par la présence du théâtre dans un territoire ou son impact environnemental, peut-être une autre étape de la recherche, que sur les capacités des théâtres à créer du lien, faire ensemble, être ensemble sur un territoire, à produire des rencontres et à être des lieux d'implication et d'émancipation pour les citoyens dans l'esprit de la définition même des missions assignées au théâtre public et particulièrement aux scènes nationales. Alors, on a évidemment eu recours à différentes notions tout au long des échanges. On a beaucoup parlé d'ancrage, de positionnement, de réseau, de visibilité, d'appropriation, d'interaction, d'interférence, d'inscription, d'image. Et effectivement, cette notion d'empreinte civique, elle a ainsi pu renvoyer dans nos discussions à la manière dont les théâtres marquent de leur présence des espaces, de la rue au quartier à la ville, et en quoi leurs projets sont profondément articulés ou perméables aux données, qui sont toujours des données perçues, construites, des environnements socio-spatiaux. Alors, données comme la diversité culturelle d'un territoire, des données sociales, la jeunesse, la composition démographique, etc. Cette présence pouvant alors être associée à l'idée d'une présence matérielle également, d'un bâtiment visible ou invisible dans le paysage urbain, différemment perçu et approprié par les citadins. Ainsi, les discussions ont conduit à proposer une approche de l'empreinte civique qui dépasse celle d'impact et d'effet
de l'action des scènes nationales sur les territoires pour envisager la question des relations complexes, multidimensionnelles et de réciprocité entre les théâtres et les territoires. Réfléchir à l'empreinte civique des théâtres invite alors à questionner la manière dont les projets des théâtres engagent les artistes et les équipes sur les territoires et avec leurs habitants, impliquent ces habitants dans les projets, alors dans les projets artistiques et plus largement dans la fabrique du projet théâtral. La question de l'évaluation de l'adéquation du projet d'une scène nationale à un territoire donné, dont les spécificités doivent être prises en compte, traverse ainsi l'ensemble de la recherche-action. Et cela contribue à déplacer finalement l'enjeu de l'évaluation du théâtre, puisque ce qui est en jeu ici n'est en effet pas tant la mesure de la fréquentation que celle de la justesse des réponses qu'une scène nationale peut apporter aux enjeux, aux sollicitations, aux problématiques qui se manifestent dans un territoire donné, depuis son endroit, c'est-à-dire dans le cadre de ses missions d'intérêt général et de ses objectifs artistiques, et dans la défense, comme on le verra, de certaines valeurs fondatrices des projets qui les caractérisent. Dans le sillage des réflexions menées par Christophe Blandin-Estournay sur les projets situés et Hortense Archambault sur la MC 93 comme maison et lieu d'une fabrique d'expérience, la recherche-action a fait émerger une approche de l'empreinte des théâtres qui cherche à cerner et évaluer la manière dont les théâtres constituent pour les habitants citoyens un espace où prendre part à la vie de la cité, ce qui implique de nouvelles modalités de coopération et de partenariat. La façon dont ces coopérations produisent le partage d'un commun, enfin, dans quelle mesure les projets des théâtres intègrent, mais aussi sont déplacés, voire reconfigurés par le contexte social et territorial dans lequel ils se déploient. Alors, ces projets, ce concept de projet situé, je ne vais pas le détailler ici, je vous laisse un petit peu le parcourir, mais il fait vraiment écho à cette façon d'inscrire, de concevoir du projet en impliquant très largement toutes les données et les acteurs des territoires. Et de la même manière, donc, mais on aura l'occasion de largement y revenir pendant ces 2 journées, cette fabrique d'expérience à la MC 93 se définit aussi par une série de notions qui apparaissent, et de mots-clés, si je puis dire, qui apparaissent ici en gras. Alors on lit faire ensemble société, mixité, métissage, l'idée de laboratoire, la notion de participation étant centrale, l'idée de concevoir un projet sur la base d'un compagnonnage également des artistes et d'autres acteurs du territoire. Et puis une valeur également centrale qu'on aura l'occasion de discuter aussi aujourd'hui, l'hospitalité d'une maison. Alors, évaluer l'empreinte civique des théâtres revient donc à porter une attention particulière à cette dimension de l'action des théâtres, à cet endroit où se construit précisément une relation au territoire différente de celle qui existe entre un théâtre et son public, et qui suppose donc qu'on l'évalue différemment. L'enjeu est également d'intégrer à l'évaluation des scènes nationales ces projets, donc les 2 grands types de projets que je viens de montrer, qui sont peut-être périphérisés en quelque sorte par les procédures et techniques d'évaluation classiques, alors qu'ils occupent une place centrale dans les pratiques et les discours des équipes. Ainsi, la fabrique d'expérience est présentée comme une dimension fondamentale du projet de la MC 93. Elle est très visible dans sa communication. Elle structure le travail des équipes de manière transversale et financée spécifiquement, et comme on le verra, marque même de son empreinte l'organisation spatiale de ce lieu. De la même manière, à Évry, les projets situés ou d'implication constituent une part centrale de l'activité du théâtre, et au-delà de la manière dont l'équipe travaille avec le territoire à travers différentes formes d'engagement. Donc mesurer l'empreinte civique des théâtres revient à donner de la visibilité à ces manières de faire et d'être au territoire, essentielles et spécifiques à chaque scène nationale, mais finalement peinant à être pleinement prises en compte par les procédures d'évaluation institutionnalisées. Elles sont pourtant développées dans les auto-évaluations produites par les directions, comme le montre l'auto-évaluation d'Hortense Archambault de 2020, et elles marquent durablement, comme une empreinte, celles et ceux qui les ont vécues. Par exemple, le projet ethnophonique à Évry ou la résidence de l'écrivain Daniel Conroy à Bobigny, 2 projets impliquant une grande diversité d'habitants du territoire dans des temps relativement longs, ont été mentionnés à plusieurs reprises spontanément lors d'un atelier participatif organisé dans le cadre de cette recherche par des participants, habitants, particulièrement marqués par ces expériences et leur capacité
aussi à changer à jamais leur relation au théâtre. Depuis 2015, de nombreux projets ont été menés, tant à Bobigny qu'à Évry, dans ces cadres, ayant en commun la rencontre entre exigence artistique et implication citoyenne. Et dans leur singularité, ces projets reposent à leur façon sur l'idée de développer des modèles artistiques et culturels et des manières de faire, illustrées par l'idée assez largement partagée quand même aujourd'hui, je crois, par les acteurs culturels, que l'exigence artistique se conjugue avec une exigence relationnelle. Le faire ensemble devient la condition d'un vivre ensemble. Ces projets ont en effet en commun d'impliquer une grande diversité d'acteurs sociaux, et c'est précisément l'évaluation des partenariats qui va donc progressivement s'imposer comme un enjeu central dans la recherche-action pour évaluer l'empreinte civique des théâtres. Alors il s'agit, je passe à la deuxième partie de ma présentation, qui est justement de vous présenter ce travail sur une base de données, et je vais tenter d'expliquer pourquoi effectivement ce travail a pris de l'importance, beaucoup d'importance dans la recherche, et comment on s'y est pris avec un certain nombre donc, de réflexions associées à ce travail. La co-construction des bases de données donc, sur les partenariats, avec un effort de recherche qui s'est porté ainsi pendant plusieurs semaines sur le rassemblement de données concernant les divers partenariats engagés depuis 2015 dans chaque théâtre, l'objectif étant de les caractériser, de caractériser les relations diverses avec les différents partenaires des théâtres et d'en élaborer des cartographies. L'idée... ça ne bouge plus, si, pardon. L'idée n'est pas de rendre visible uniquement l'ancrage dans un territoire, mais bien la capacité des théâtres à construire des espaces relationnels à différentes échelles. Et donc, nous voilà engagés à partir de 2018 dans ce processus de co-construction d'un outil qui doit permettre de montrer la place du théâtre dans la ville, de montrer les réseaux du théâtre et de visualiser son action sur le territoire. Cette base de données, c'est un outil présenté sous la forme d'un tableau Excel avec diverses entrées alimentées à partir de sources différentes, sites internet, entretiens, archives, revues, programmes de théâtre, etc. Donc cet important travail de rassemblement de données sur les projets, les publics, les partenaires, les lieux a été effectué afin de réaliser cette base de données la plus complète possible à partir d'une information qui au départ était relativement dispersée. Donc nous présenterons son résultat cartographique dans une session cet après-midi. Cette construction d'une base de données, elle a dans un premier temps pris cette forme-là. Donc là, ce n'est pas du tout pour que vous lisiez des informations, parce que c'est strictement illisible, j'imagine, mais c'est juste pour vous montrer qu'au départ, la première base de données qui résulte de la collecte de l'ensemble des informations sur ces partenariats, vous voyez qu'il y a des cases vides, et en effet, c'est un premier travail de collecte qui ensuite a dû être transformé dans des bases de données beaucoup plus formalisées, afin évidemment d'en tirer des résultats exploitables et notamment cartographiables. Alors, la construction de la base de données et les choix de l'information à représenter sont longuement discutés, car au-delà d'un inventaire des partenaires, il s'agit bien d'inventer un outil d'évaluation ou d'auto-évaluation qui doit rendre compte de la géographie des réseaux et des partenariats, avec beaucoup de questions, qui renvoient évidemment aux questions que se posent les équipes dans leur évaluation. Les projets déployés permettent-ils de toucher l'ensemble du territoire, par exemple? Quel genre de liens construisent-ils? Quelles nouvelles connexions permettent-ils? Avec quel type de partenaires et dans quel territoire, dans quel espace? La base de données devait ensuite rendre compte de leur qualité. Quelle est la qualité de la relation? Donc, par exemple, autour de la nature des partenariats. Elle doit rendre compte de leur durée, leur durabilité, autour de questions sur la multiplication des partenariats d'un point de vue territorial, ou au contraire sur un approfondissement des relations avec des partenaires en nombre plus limité. Rendre compte également des logiques d'autonomisation des partenaires, mais aussi de ce qui a été qualifié d'effet rebond dans la relation, autrement dit, évaluer la réciprocité que j'ai déjà évoquée dans cette relation, si elle existe, et montrer des trajectoires également de certains partenaires. Prennent-ils, par exemple, facilement l'initiative une fois un certain nombre de projets menés avec eux? Rendre compte des liens, des interactions, des rencontres, des croisements entre groupes sociaux, entre acteurs sociaux divers,
distants les uns des autres, territorialement, socialement ou culturellement au sein des territoires fragmentés. Ça, c'était vraiment également un enjeu majeur de la réalisation de cette base. L'idée est que les équipes s'en saisissent pour questionner leurs pratiques, leurs relations au territoire, l'hétérogénéité aussi des partenariats. Différemment interrogée, la lecture d'une telle base peut conduire à questionner la force inégale des réseaux, la fragilité ou au contraire la force de certains liens, les concentrations ou au contraire les vides résultant de la territorialisation des projets, et questionner aussi ces dynamiques relationnelles changeantes. Par exemple, une question posée ici à la MC 93, c'était est-ce que la récurrence des partenariats traduit l'émergence de sortes de figures d'ambassadeurs, de militants qui accompagnent le théâtre sur la durée? Une autre question, constate-t-on des initiatives partagées à la fois par les théâtres et d'autres acteurs du territoire qui engagent les projets? L'analyse des dynamiques des partenariats devient alors un enjeu de discussion et de recherche sur les ressorts de la relation. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, effectivement, une relation s'engage ou au contraire ce bloc peut s'arrêter? Au final, des usages multiples d'une telle base et de sa cartographie comme levier de discussion, de questionnement, de gestion aussi et éventuellement de communication auprès de tutelle, auprès d'un certain nombre d'acteurs. Alors je vais à présent m'arrêter un petit peu sur le processus de co-construction à proprement parler et puis voir trois éléments que ça a particulièrement soulevés. Donc l'exercice de construction de la base a été différemment appréhendé par les deux théâtres. À l'Agora et Évry, on a privilégié une entrée par les projets. À la MC 93, on a d'emblée choisi une entrée par les partenaires. Donc deux optiques un petit peu différentes, puisque dans un premier cas, cela doit permettre de saisir les réseaux, les partenariats, les effets, les relations avec le territoire par le projet et sa spatialisation. Dans le second cas, ce qui prime, c'est la catégorisation des partenaires et les réseaux des théâtres. Dans l'optique proposée par le Théâtre d'Évry, nous avons travaillé à la construction d'une base de données à partir de la résidence de Daniel Conrot menée ici à Bobigny autour de 2016, 2015, 2016, 2017. Et on a cherché à représenter l'espace multidimensionnel de cette résidence dans la ville. Nous avons construit une base intégrant chaque acteur impliqué, quelques éléments sur cette résidence. Nous avons construit donc une base localisant chacune des actions menées, la durée des actions. L'enjeu majeur était ici de rendre compte de l'espace relationnel créé par une résidence sur une période donnée en la resituant très précisément dans l'espace urbain et en montrant la grande pluralité des acteurs impliqués. Alors, il y a aussi eu des enjeux de recherche et de réflexion autour de la recherche ou de la tentative en tout cas de rompre avec les catégories normatives à partir d'une critique des équipes à l'égard des instruments actuels de l'évaluation. Plutôt essayer de réfléchir à des catégories autres que autres activités artistiques dans les listes de ce que les théâtres peuvent évaluer, mieux les qualifier, ce qui signifiait leur donner une place, une visibilité réelle dans la façon dont la base était remplie, restituer la pluralité des actions, localiser les actions, les partenaires, les publics. Alors avec beaucoup de questions autour des échelles, des bonnes échelles pour localiser ces actions. Et finalement montrer comment l'art investit la ville, quelles populations étaient impliquées, quelles rencontres ont été rendues possibles par cette résidence. Rompre également avec certaines approches conduisant à des hiérarchisations implicites entre catégories de partenaires dans certaines formes d'évaluation, par exemple des acteurs économiques, parfois un petit peu laissés de côté. Dans la désignation des partenaires aussi, on a eu beaucoup de discussions. Donc rompre peut-être avec un lexique traditionnellement utilisé, l'exemple de la résidence d'artistes qui ne révèle pas la diversité des formes et le degré de relation au territoire. Autrement dit, pour reprendre une expression d'Hortense Archambault, rompre avec les zones grises de l'évaluation, comme ça a été à plusieurs reprises souligné. Alors, vous avez ici les catégories qui finalement ont été documentées par rapport à cette base de données sur cette résidence. Un tableau résultant, également illisible, mais c'est pour vous montrer un petit peu la systématisation et la formalisation de la base. Et pour finir ma présentation, finalement, cette proposition de base de données à l'échelle d'un projet a beaucoup évolué dans le sens d'un outil d'évaluation plus opérationnel, avec de nouveau, vous le voyez au tableau, une restriction
des catégories choisies pour la base finale, qu'on vous montrera plus spécifiquement cet après-midi, avec un outil de recherche qui s'est finalement transformé en outil d'action, véritablement. Puisque voilà, tout au long du processus, les discussions ont été particulièrement vives au sujet des catégories, des typologies, des notions à mobiliser. Donc juste 4 exemples. Comment désigner les partenaires des théâtres? Il semblait aux chercheuses, notamment dans la réalisation de la base Daniel Conro, intéressant de rendre visible une certaine diversité des catégories sociales impliquées, en complexifiant les entrées partenaires et en dépassant le caractère un peu normé et évidemment construit de certaines catégories. Par exemple, acteurs du champ social, qui recouvrent finalement des réalités diverses. Deuxième exemple, comment désigner les habitants et les publics impliqués? Faut-il conserver le terme, par exemple, de bénéficiaire? Qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce que ça dit, justement, des relations entre un théâtre et son territoire, de parler de bénéficiaire? Ce qui introduit évidemment une relation spécifique et peut-être un peu dissymétrique. Comment désigner des actions menées et les projets? Que désignent certains termes comme forme, comme action même? Comment reprendre ou non les catégories construites donc par une culture professionnelle ou des cadres normatifs? Tenter des changements à l'occasion de la construction d'une base de données, elle-même opération de réduction, précisons-le, et de simplification des réalités sociales complexes. Il était alors possible, alors c'est un peu une question, de faire émerger des catégories comme projet participatif, d'implication, projet situé, avec quelle définition et surtout quelle définition partagée. De la même manière, 4e exemple, les discussions ont porté sur la délimitation des espaces, des bonnes échelles pour situer un certain nombre d'informations. Au fond, quelle échelle est intéressante à mobiliser pour évaluer l'inscription d'un projet dans un territoire? Suffit-il de le localiser à Évry ou Bobigny? Ou est-il plus intéressant de descendre à l'échelle du quartier, de la rue, voire d'un micro-espace comme un parvis ou un parc? À Évry, l'échelle du quartier semble faire sens, par exemple, alors qu'à Bobigny, rendre visible ce découpage de l'espace urbain est jugé moins pertinent. Donc effectivement, localiser le choix de l'échelle communale fait consensus et pourtant avec des approches extrêmement différentes. Pour conclure, 3 points. Ces discussions sont évidemment loin d'être anecdotiques ou de l'ordre uniquement d'un détail technique ou 2 détails techniques. Elles dénotent en réalité de ce que chaque théâtre juge important. On est en fait dans une discussion sur la co-construction des critères d'évaluation entre 2 théâtres situés dans des contextes territoriaux différents. Ainsi, s'est progressivement imposée l'idée de concevoir des démarches d'évaluation elles-mêmes situées, reposant sur les critères propres à chaque lieu qu'on aura l'occasion de vous présenter. Deuxième point, le processus de co-construction de la base de données a permis de confronter des significations différentes et des modes de désignation différents pour décrire le monde, ancré dans des cultures professionnelles et disciplinaires différentes. L'exercice a pour cela été vraiment passionnant, mais très exigeant. Il a été un exercice d'échange, de confrontation à l'altérité, et tout en conduisant à des efforts de déconstruction permanents et d'ouverture à la culture de l'autre. Des grands mots, mais vraiment qui renvoient à une réalité de nos échanges. Et enfin, pour terminer, au final, les catégories retenues pour construire la base de données finalisée s'accordent à une finalité opérationnelle. Être un outil de gestion et non de recherche, partageable entre professionnels, et là je renvoie à une petite citation, on se comprend quand on parle de partenaires, donc on va garder cette catégorie, et finalement concevoir un outil tourné vers des usages pratiques, comme la communication auprès de certains partenaires institutionnels. Le processus de conception d'un outil d'évaluation traduit ainsi la pluralité des enjeux qui lui sont liés et sur lesquels on reviendra. C'est le sens de la recherche-action impliquant apprentissage et déplacement mutuel constant, comme le disait Elisabeth. Merci beaucoup. Merci Anne pour toutes ces réflexions et propos sur arriver à synthétiser en quelques minutes 4 ans de travail. C'était pas facile, mais en tout cas, je pense que tu as pu souligner les points importants. Donc je vais poursuivre rapidement là, terminer cette présentation en livrant donc un certain nombre de réflexions peut-être plus générales concernant les enjeux, les objectifs et les stratégies de l'évaluation pour ces 2 théâtres. Quelque chose
continuera demain. Donc c'est vrai que juste pour dire que dans l'organisation de ces 2 journées, ça a été pour nous des choix un peu difficiles. Qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on raconte demain? Il y a des personnes qui vont être avec nous pendant les 2 jours, d'autres ne le seront pas. Donc on n'a pas voulu complètement séparer ce qu'on pouvait dire aujourd'hui et demain. Donc il y aura parfois un petit peu des répétitions et voilà, vous nous excuserez si on est amené à essayer de jongler sur ces 2 journées pour que tout le monde puisse, pour que les échanges soient plus riches. Donc l'objectif de la recherche-action était, je le rappelle, d'accompagner les théâtres dans une réflexion sur l'évaluation. Et donc, il s'agissait vraiment de tester et d'expérimenter certaines démarches. Donc, Anne l'a bien montré, hein, on a bien expérimenté cette question des bases de données. Et donc, moi, je vais essayer de synthétiser un petit peu les réflexions qu'on a pu avoir tout au long des 4 ans sur cette question de l'évaluation, en rappelant que toute démarche d'évaluation conduit à se poser 4 principales questions, bien plus que 4, hein, mais en tout cas 4 principales questions que je vais rapidement développer après. Donc c'est quelles informations cherche-t-on à montrer, hein, à indiquer, puisqu'on parle d'indicateurs. Donc si on a des indicateurs, c'est qu'on indique quelque chose, ça veut dire qu'on cherche à montrer quelque chose. Donc c'est bien un choix, qu'est-ce que l'on veut montrer. Ensuite, quelle démarche veut-on mettre en œuvre pour montrer, pour recueillir cette information, et ensuite, quels critères, indicateurs souhaite-t-on prendre en compte pour mesurer? Et finalement, comment se propose-t-on de les définir, selon quelle modalité et avec qui? Donc c'est vrai que ces 4 questions nous ont traversé notre travail tout au long des 4 ans. Donc première question, que cherche-t-on à montrer et à mesurer? Donc on l'a déjà dit à plusieurs reprises, hein, c'est bien la notion d'empreinte civique qui a constitué pour nous le mode d'évaluation, mais c'est un mode d'évaluation parmi d'autres, hein, pour évaluer les projets et les actions des théâtres sur le territoire. Donc on a bien eu conscience à un moment donné que cette notion d'empreinte civique des théâtres sur le territoire ne couvre pas forcément tout, et c'est conçu comme finalement complémentaire à d'autres évaluations possibles, et notamment celle de l'empreinte artistique, hein, du projet artistique. Donc c'est vrai qu'on ne s'est pas intéressé à proprement parler dans notre travail à l'évaluation de la dimension artistique des projets. On était beaucoup plus sur le territoire, sur les partenariats, que sur la dimension artistique. Donc Anne l'a dit, donc la question centrale, c'est donc que signifie l'empreinte civique. Donc il a bien fallu qu'on se pose la question, et on se l'est posée avec force pendant toutes ces années. Donc la trace plus ou moins durable laissée par les actions, la force, la diversité des relations, les types, la nature des partenariats, mais aussi bien sûr la spécificité du projet de chaque théâtre et les valeurs qu'il porte. Donc cela veut dire qu'on a mis l'accent sur le partenariat, Anne l'a dit, donc il y a eu une forme de consensus pour dire que ça c'était vraiment important dans cette première, qu'est-ce qu'on cherche à montrer? Ce sont les partenariats. Mais il y a eu un autre élément important qui est notamment qui a été dit, c'était l'importance de montrer le processus autant que les résultats. Et donc, pour utiliser les mots de Christophe, c'était dit importance de montrer le chemin de fer. Donc le chemin de fer au sens le processus, mais pas forcément fer FER, mais aussi chemin de fer FAIRE, c'est-à-dire comment on a fait et comment on a fait ensemble. Donc les modalités du faire, les modalités d'action, les modalités d'organisation, de dialogue et de partenariat. Donc ce sont souvent des éléments que l'on n'analyse pas dans les évaluations, on regarde les résultats et on oublie de regarder tout le processus. Donc ça veut dire que le processus amène à montrer les changements produits. Donc les changements produits par les théâtres sur le territoire, certes, mais aussi les changements produits au sein des théâtres par la prise en compte du territoire. Alors là aussi, si on parle de processus, il faut aussi que cette évaluation recouvre ce qui est prévu, mais ce qui est aussi imprévu. On ne va pas simplement regarder quels étaient les objectifs, est-ce que les objectifs sont atteints, mais c'est aussi se dire qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues, mais qu'on a fait. Et ça, c'est intéressant. Et donc, là aussi, il faut inventer des manières d'analyser l'imprévu. Donc, toujours selon Christophe, une manière d'analyser l'imprévu serait de mettre les acteurs en situation de veille, d'observation de leur propre engagement. Comment ils ont réagi, une forme de résilience aussi peut-être,
pour utiliser un mot un peu galvaudé, mais comment on s'adapte aussi au changement. Donc, deuxième point, deuxième question dans cette démarche, quelle démarche d'évaluation mettre en œuvre? Comment on va collecter l'information? Et donc, plusieurs démarches d'évaluation ont été menées en parallèle dans le cadre de cette recherche-action. Donc, un petit peu bousculée par la crise sanitaire qui n'a pas permis exactement de faire comme on avait tout prévu. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces démarches qui ont été donc testées, expérimentées, pourraient être reconduites par les théâtres chaque année ou en fonction de leur budget, de leurs moyens, ou éventuellement tous les 4 ans lors du renouvellement du contrat d'objectifs et de moyens. Donc, on a dans ces démarches réalisé de nombreux entretiens qualitatifs, on l'a dit, des entretiens avec les salariés des théâtres, les partenaires, les artistes, les spectateurs, et ils ont permis donc d'analyser ces relations entre le théâtre et son territoire, entre le théâtre et les populations locales. Et donc, certes, faire des entretiens qualitatifs, c'est une démarche, on va dire, classique de la recherche en sciences humaines et sociales. Elle peut aussi comprendre des sessions d'observation, mais c'est vrai qu'elle est à la fois très riche, mais très longue à mettre en œuvre. Donc là, en l'occurrence, on a fait appel à des chercheurs, et c'est vrai que c'est un petit peu complexe. Il y a eu aussi la réalisation des cartes mentales, on l'a un peu évoqué, et Séverin en parlera plus en détail cet après-midi. Donc elles ont été réalisées lors des entretiens menés avec les spectateurs. C'est aussi une manière de faire parler les gens différemment, avec à la fois les spectateurs et les personnes fréquentant les théâtres. Et ça peut être intéressant pour un théâtre donc régulièrement de faire ces cartes mentales pour mieux comprendre le rôle, la place du théâtre dans la ville. On a donc utilisé un autre moyen pour collecter l'information, donc la construction des bases de données. Je ne vais pas revenir dessus, Anne l'a bien détaillé. Et là aussi, on s'est dit qu'une fois qu'elles étaient créées, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y avait la grille, le cadre, une fois qu'on avait plus ou moins, on avait pu se mettre d'accord sur les différentes composantes de la grille, ces bases de données pourraient être alimentées régulièrement par les équipes des théâtres en utilisant des enquêtes, en utilisant les données de l'INSEE, en utilisant un certain nombre de données existantes ou à alimenter pour construire. Donc un outil qui pourrait être poursuivi par ces théâtres-là, mais aussi par d'autres. Alors ensuite, troisième volet, donc quels critères et indicateurs retenir? C'est-à-dire comment on exploite toutes ces informations qu'on a pu recueillir à travers les entretiens, les cartes mentales, les bases de données. Quels critères et indicateurs pour mesurer? Donc là aussi, toute démarche d'évaluation conduit à se mettre d'accord sur un vocabulaire pour encadrer la démarche. Alors, il y a une diversité de termes qui existent. Les évaluateurs utilisent leur propre vocabulaire. Souvent, il est un petit peu comparable, mais il peut aussi diverger. Donc, nous, on a choisi pour cette recherche-action de distinguer 3 niveaux. Donc, les critères, les indicateurs et les variables, on va dire du plus général au plus particulier. Au-delà de ces critères, indicateurs et variables, on a considéré assez vite qu'il était nécessaire de séparer et de distinguer des critères universels, on va dire nationaux, qui peuvent être finalement utilisés par toutes les scènes nationales, tous les théâtres, et des critères locaux. Donc, en gros, l'idée, c'est de produire une sorte de boîte à outils, pour reprendre les propos d'Hortense, une sorte de boîte à outils comprenant un socle commun avec des critères et des indicateurs incontournables, qui concernent donc tous les théâtres, et des critères et des indicateurs complémentaires, spécifiques, propres à chaque théâtre. Alors, dans les critères universels, on retrouve une grande partie des éléments figurant dans la base de données. Donc, les bases de données concernent les projets, où les bases de données peuvent concerner les partenaires. Dans les critères locaux, on renvoie donc davantage à la spécificité des théâtres, et ça renvoie d'ailleurs à la notion importante revendiquée par Christophe, donc de projet situé. Et donc,
pour ces critères locaux, c'est important de prendre en compte la spécificité des territoires où sont situés les théâtres. On ne travaille pas forcément de la même manière selon les théâtres, selon les territoires. Là, en l'occurrence, les 2 théâtres sont situés en banlieue parisienne, dans des villes caractérisées par l'existence de quartiers classés comme prioritaires au titre de la politique de la ville. Et évidemment, ces caractéristiques influent sur les projets mis en œuvre, donc sur le choix des indicateurs. Et donc, à Évry, Christophe parle d'un projet à l'image du territoire. Et par ailleurs, comment prendre en compte donc, la valeur, les objectifs défendus par chaque théâtre. Anne l'a dit, hein, c'est au-delà d'aspects, on va dire, techniques, pragmatiques. Il s'agit bien d'un projet politique, d'un projet citoyen défendu par chaque théâtre. Donc, l'idée, c'était de se dire qu'il faut parvenir dans l'évaluation à montrer la particularité de chaque institution. Il y a 76 scènes nationales, donc 76 équipes, directions qui sont différentes, et les projets sont aussi différents les uns des autres. Donc l'objectif dans la réflexion que l'on a menée, c'était de se dire qu'il fallait que chaque théâtre puisse choisir ses propres indicateurs et variables à travers des méthodologies diverses. Donc soit c'est la direction, dans une approche peut-être un peu descendante, où la direction définit ses propres indicateurs, ou alors ils sont discutés collectivement par l'équipe, ou alors on fait venir des experts ou des chercheurs extérieurs pour les définir, ou encore on essaye collectivement, à travers des ateliers participatifs, de définir ces critères. Donc, dans les critères locaux à Cergy, non pas du tout à Cergy, dans les critères locaux, on a fait émerger 3 critères qui évoquent les projets, les valeurs portées par chaque théâtre. Donc, à Évry, on a travaillé avec 3 critères qui étaient donc l'adéquation au territoire, les démarches collaboratives et l'appropriation. Et à la MC 93, l'hospitalité, la participation et l'émancipation. Donc on avait retenu ces 3 critères pour pouvoir ensuite les mettre en débat lors des ateliers participatifs. Donc c'est ce 4e volet, donc c'est cette 4e phase, on va dire, c'est comment définir les indicateurs et les variables, selon quelle modalité et avec qui. Donc on a choisi d'organiser des ateliers participatifs, là aussi dans une démarche un peu expérimentale, hein, pour tester finalement la co-construction des indicateurs et des variables. On en reparlera demain, hein, comment on a mené ces ateliers. À la fois on les a menés pour de vrai, mais en même temps on a porté un regard sur la manière dont ça se passait. Donc on a organisé ces ateliers en avril 2021. Dans chaque fois, ils ont rassemblé une quinzaine de personnes, hein, avec les chercheurs, les salariés des théâtres, des partenaires, des habitants. Et un second atelier a été organisé à Évry, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, les critères universels avaient été largement discutés entre les chercheurs et les équipes autour de la base de données. Donc là, dans les ateliers, on n'a pas voulu revenir sur les critères universel à proprement parler, mais plutôt essayer de discuter sur les critères locaux. Et donc, on a donc proposé lors de ces ateliers donc ces critères qui ont été ensuite discutés avec les ateliers. Donc l'objectif était vraiment triple, c'était définir collectivement une liste d'indicateurs et de variables, sachant que nous, on avait fait une première proposition, hein, de grands critères, il fallait aller au-delà. Ensuite, faire émerger éventuellement d'autres indicateurs, hein, des éléments auxquels on n'avait pas forcément pensé. Hein, donc là aussi, prendre en compte l'imprévu, la parole des habitants, la parole des partenaires ou même des équipes qui vont faire des propositions qui n'étaient peut-être pas forcément celles qu'on avait imaginées au départ. Et donc expérimenter cette démarche qui pourrait par la suite être reconduite. Donc, à partir de là, on a retravaillé, tout ce matériau, hein, pour essayer de construire ces tableaux constitués de 2 critères universels et de critères locaux. Et donc, on reviendra un peu plus en détail sur l'analyse de ces démarches demain. Donc, c'est vrai que ce qui a été pensé, c'est que tout ça constitue donc un outil qui pourrait, là aussi, avec toujours l'objectif de départ dont j'avais parlé, on pourrait, à ce titre, penser que les théâtres peuvent rediscuter ces
ces critères lors de l'évaluation du contrat d'objectifs et de moyens, sachant que les projets évoluent et pour tenir à la fois compte de l'évolution du contexte local, mais aussi des choix stratégiques de l'équipe de direction. Et donc juste peut-être pour conclure, juste en une phrase, hein, avant de donner de faire une pause et puis après de laisser nos collègues réagir et intervenir et réagir peut-être par rapport à nos propos, c'est juste, je voulais juste rappeler l'intérêt de cette recherche-action qui articule donc des préoccupations de recherche et des préoccupations professionnelles. Et ce qui était quand même très intéressant pendant ces 4 ans, c'est qu'on n'avait pas d'un côté les chercheurs et de l'autre côté les professionnels. C'est-à-dire que dans les discussions, on a pu, nous, avoir peut-être des réactions beaucoup plus professionnelles en disant « mais ça ne marche pas », etc. Et à l'inverse, on avait aussi nos partenaires, nos Christophe et Hortense, qui nous emmenaient aussi dans des réflexions beaucoup plus théoriques de chercheurs et que nous, des fois, on ramenait sur des choses beaucoup plus concrètes. Donc c'était intéressant, il n'y avait pas cette opposition chercheur professionnel, mais c'était bien un mélange de discussions qui selon les jours et selon les discussions, pouvaient prendre des formes différentes. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je ne sais pas si on a beaucoup de temps pour la discussion ou sinon on aura peut-être le temps de reprendre dans la discussion à l'issue de la deuxième session. Juste pour dire, Hortense et Christophe, on a beaucoup parlé de vous indirectement. J'espère qu'on n'a pas trop trahi vos propos, vos réflexions et la façon dont ça s'est passé. Évidemment, c'est un point de vue situé aussi qu'on a donné. Donc, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole en... Je répète pour l'enregistrement, donc merci beaucoup. Donc au-delà effectivement de la collaboration avec Hortense et Christophe, on a beaucoup travaillé avec Mathias Troncal ici présent, Loïs qui est également dans la salle, avec des réunions quand même à géométrie variable, hein, je le précise, mais je n'oublie pas non plus les étudiants qui ont participé à cette recherche, Séverin bien évidemment. On vous l'a dit, hein, cette recherche, elle a eu vraiment un déroulement sur un temps long, donc avec des dynamiques différentes aussi selon les périodes et les possibilités de chacun. Je vais essayer, je ne sais pas très bien comment il faut qu'on fasse. On essaie de faire circuler le micro, comme ça je le tiens. Donc moi, je trouve que c'est formidable ce que vous avez raconté ce matin et c'est extrêmement juste et une synthèse impressionnante de 4 ans de travail. Mais on aura l'occasion de continuer là-dessus. Bon, merci beaucoup. Merci. On va prendre juste quelques questions peut-être. Hein, oui, pour, une question un peu perpendiculaire. Comment s'inscrit ce travail dans vos recherches universitaires? Comment s'inscrit ce travail dans vos réflexions scientifiques? Est-ce qu'il y a prise en compte de l'académie de ce type de travail ou est-ce que l'académie juge la recherche-action comme quantité négligeable? Est-ce que je réponds tout de suite? Oui. Je réponds. On est dans je crois qu'on a l'avantage d'être dans un laboratoire de géographie et d'aménagement et une grande partie de notre travail, en tout cas à Cergy, porte sur la recherche-action depuis toujours. Et donc, dans les évaluations qui sont faites du labo, souvent les évaluations mettent en avant et mettent en valeur justement le fait qu'on travaille beaucoup sur la recherche-action. Donc nous, on se sent relativement à l'aise, enfin peut-être les uns plus que d'autres sur la recherche-action, mais en tout cas, c'est une pratique que l'on fait. On avait juste précédemment fait une recherche-action sur l'élaboration d'indicateurs
qualitatif sur l'épanouissement de l'être humain pour le PNR du Vexin, hein, l'épanouissement de l'être humain étant considéré comme une des dimensions importantes de la soutenabilité des territoires. Donc on avait mené un travail comme ça en partenariat avec un autre partenaire qui était donc le PNR. Mais c'est quelque chose de très, enfin pour nous en tout cas, très, très habituel, même si ce n'est pas toujours forcément facile, comme on l'a dit. Il y a d'autres chercheurs dans la salle, hein, Chloé Langeard qui intervient tout à l'heure, Marine Cordier, vous aussi, hein, je crois que vous êtes beaucoup dans cette forme de recherche. Bonjour, merci pour vos présentations respectives qui étaient très intéressantes. Je voudrais revenir sur la notion d'empreinte civique. Alors, intuitivement, et je ne sais pas si j'ai une bonne définition, mais j'ai résumé, donc ça inclut la notion de citoyenneté donc culturelle, donc de lutte contre l'abstention culturelle, d'une certaine manière. Je voulais savoir, alors, soit j'ai ma perception qui est faussée, auquel cas vous m'en pardonnerez, mais je n'ai pas trouvé trop de focus sur les habitants, sur les usagers, sur les citoyens qui viennent, que ce soit à l'Agora ou ici à la MC 93. Alors j'ai cru comprendre que dans votre recherche et action, il y avait un focus sur toutes les thématiques partenariales. Mais en tout cas, dans ce que j'ai compris, et peut-être à tort, et encore une fois, vous m'en excuserez, mais je n'ai pas trouvé suffisamment, à mon sens, de focus sur les gens, entre guillemets, gens. J'aime pas trop cette expression qui veut tout rien et rien dire, mais est-ce que ma vision est biaisée ou est-ce que c'est un choix délibéré? Auquel cas, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? D'autant plus, si vous voulez, que connaissant les projets d'Evry et de Bobigny, l'habitant, le participant, le citoyen culturel est au cœur de leur projet culturel. Donc, si vous voulez, j'ai trouvé une espèce de dichotomie entre le focus partenarial que vous avez très très bien développé et les habitants en eux-mêmes. Parce que l'empreinte écologique, pardon, lapsus, l'empreinte civique, l'empreinte culturelle, elle est profondément à destination des gens. Donc est-ce que du coup vous pouvez nous en dire un peu plus? Et deuxième question qui rejoint la première, vous avez évoqué les ateliers participatifs. Est-ce que d'un point de vue quantitatif, vous pouvez nous dire combien justement d'usagers, on va les appeler comme ça, en tout cas moi je les appelle comme ça, culturels, ont participé aux ateliers participatifs, que ce soit en visio ou en présentiel, que ce soit à Évry comme à Bobigny. Merci beaucoup. Donc quelques éléments de réponse ce sera peut-être un peu rapide pour le coup. Alors, sur le plan théorique et dans la manière dont on a conçu même la réflexion autour de cette notion, les habitants sont partout. Ils sont là, ils sont effectivement, c'est dans la définition théorique et dans notre approche, ils sont là. Dans la conception de la base de données, le choix a été fait de mettre l'accent sur les partenaires au sens d'acteurs sociaux intermédiaires, alors institutionnels ou moins institutionnels. Enfin voilà, il y a une diversité aussi selon les projets. Dans cette base de données, donc la cartographie, dont on va notamment parler cet après-midi, donc vous les verrez peut-être apparaître aussi dans d'autres sessions, hein, ces habitants et ces usagers, de façon plus centrale et visible. Le choix a été fait dans la base de données de ne pas tellement mettre l'accent finalement sur la question des publics, des habitants, de cette catégorie bénéficiaire. C'est un choix d'équipe dans la co-construction de cet outil et qui rejoint un certain nombre de finalités aussi opérationnelles. Mais il est bien évident que cet outil peut aussi encore être discuté, s'enrichir, adapté justement à ce que chacun des théâtres, scènes nationales, etc. veut rendre visible, notamment par un certain nombre d'outils de visualisation. Enfin, dans le cadre même de la recherche-action, la question des usagers, des habitants a été travaillée dans ce qu'Elisabeth mentionnait, c'est-à-dire l'observation de projets sur un temps long, et ça a été notamment la partie de Séverin Guillard, qui est donc ici présent, qui nous présentera aussi un certain nombre d'aspects plus tard dans le colloque de cet aspect-là de la recherche. Mais oui, la recherche-action a bien évidemment s'est penchée sur les trajectoires, les réceptions, la manière dont les projets étaient vécus par les habitants et les usagers que vous mentionnez. Je ne sais pas si je réponds complètement, mais en fait, on pourrait peut-être en parler de façon plus approfondie tout à l'heure.
Ah oui, pardon. Comme... Vas-y. Merci. Sur les ateliers participatifs à Évry, sur celui du mois d'avril, il y avait 7 habitants fréquentant ou pas la scène nationale, 7 partenaires et 7 salariés, plus l'équipe de recherche de Cergy et nos amis de Bobigny. Donc on était une petite trentaine. Et quand on a, à la demande notamment des habitants, on a renouvelé un temps présentiel en octobre, pardon. Ça s'est fait sur la base des disponibilités. Et là, on était une petite quinzaine. Voilà, c'était pour donner une idée. C'était exactement le même format sur Bobigny. Le fait que... je crois. Oui. Le fait qu'Hortense et Christophe répondent montre aussi un aspect méthodologique de la conduite de ces ateliers, sur lequel on reviendra demain dans le détail. Je le reprécise quand même. Donc je ne sais pas si vous serez là demain, mais c'est vraiment le temps de discussion autour de ces ateliers, de la démarche, c'est demain matin. On a laissé... ce sont les théâtres qui ont constitué les panels. Et donc, méthodologiquement, évidemment, 7 à prendre en compte. Voilà, les choses auraient peut-être été différentes si nous l'avions fait. Et par ailleurs, il y a effectivement 2 façons de concevoir ce type de démarche participative. Soit on ne s'intéresse qu'aux publics ou habitants, et ce sont eux qu'on invite dans la démarche participative et l'atelier. Le choix qui a été fait ici, c'était de faire ces ateliers mixtes, réunissant ce qu'on pourrait appeler dans un jargon un peu d'évaluateur, les différentes parties prenantes des projets des théâtres. Voilà. Mais on en reparlera demain parce que je pense que voilà, il y a des biais méthodologiques ou en tout cas des intérêts ou des limites dans chacune des types dans chacun des types de démarches. Je voudrais peut-être juste pour compléter peut-être on s'arrête, c'est ça. Juste pour compléter par rapport à la question, j'insiste beaucoup sur le fait que dans les démarches, le travail sur le suivi des projets avec les populations ont été très très fortement travaillés, et donc ça a été aussi l'objet de financement de la DRAC pour pouvoir embaucher Séverin comme postdoc, et qui a travaillé plus particulièrement il y a un gros travail qui a été mené. On n'a pas pu là aujourd'hui présenter tout, mais ce sont des rapports très conséquents qui ont été travaillés sur justement les publics, les destinataires, les trajectoires personnelles, etc. Et sur un autre volet, les cartes mentales qui seront détaillées. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout pu présenter tout l'ensemble des résultats, mais c'est une grosse partie, mais qui a aussi permis d'alimenter la réflexion pour les bases de données, malgré tout. Alors, on vous propose une petite pause, du coup, qui sera peut-être raccourcie par rapport à ce qui est prévu dans le programme, pour pas qu'on prenne trop de retard quand même sur l'ensemble de la journée. Donc, on peut, comme le suggère Elisabeth, s'arrêter 10 minutes, si ça vous va. Et on se retrouve ici. À tout à l'heure.